il reste le plus intéressant, mais il ne le sera pas autant que ce que j'ai écrit dans mon calcul, en fait. Parce qu'on ne consommera pas autant que ce que j'ai pris dans mon calcul. Alors après, on peut imaginer des tas de solutions techniques qui existent. J'ai mes panneaux solaires, supposons une installation de 1000 watts. Et puis moi, à l'instant T, j'en consomme que 200. Bon, donc ils produisent que 200. Clairement, ils ne produisent pas plus. Je pourrais me dire, mais attends, si je réfléchissais un peu, ils sont capables de produire 1000 watts. J'en consomme que 200. Ben, il faudrait qu'ils produisent réellement les 1000, et puis les 800 autres, que j'en fasse quelque chose. Alors, un appareil qui est capable de gérer cette chose-là, ça existe. Les initiales, c'est MPPT, c'est Maximum Power Point Tracker. C'est un appareil qui est capable de gérer de manière à faire fonctionner les panneaux solaires sur le point de fonctionnement où ils vont produire le plus. Par contre, cet appareil, il ne sera pas capable de remplir son rôle si vous n'avez pas quelque chose qui permet de faire quelque chose de la différence. Alors, une des solutions, par exemple, qu'utilisent des gens, c'est de dire que la différence, je la stocke dans des batteries. Et là, c'est un petit problème, c'est que là, j'expliquais que la dernière solution, c'était la moins chère, ou celle qui valait plus le coup, économiquement parlant. Mais quand on commence à parler de batterie, au point de vue coût, c'est colossal. 2, au point de vue environnement, un petit peu catastrophique, les batteries quand même. Donc ça devient beaucoup plus complexe que ça, j'allais dire. Il y a une autre solution dont je n'avais pas causé jusque-là, qui est de dire, mais on n'est plus tout à fait dans le même cas de figure, qui est de dire, j'ai mes panneaux solaires, je consomme que ce que je consomme, j'ai un appareil qui les fait fonctionner dans des conditions où ils produisent proche du maximum, et la différence, ben, je la renvoie chez EDF. Alors, on va voir un peu après, puisque le prochain chapitre c'est sur l'autoconsommation collective. C'est un mode de fonctionnement qui, je dirais, peut exister tout à fait, qui correspond à l'autoconsommation collective. Est-ce que tu renvoies à EDF, il te paye? Oui. Ouais, il te paye, d'accord. Ouais. Donc le surplus, il te paye. Ouais. Quand c'est en autoconsommation collective, tu as une gestion par rapport à EDF qui est assez complexe parce que ce que toi tu produis et que tu renvoies à EDF, ça peut parfaitement être renvoyé via le réseau EDF à d'autres personnes qui sont dans le même groupement et qui, eux, à cet instant T, consomment plus que ce qu'ils produisent. Et au niveau d'EDF, tu as une gestion globale. Et quand il y a un surplus réel, c'est-à-dire que quand tous les gens qui produisent plus que tous les gens qui sont dans le système et qui consomment, EDF rachète le surplus. Oui, une question pratico-pratique. Pour pouvoir revendre à EDF, est-ce qu'on est obligé d'avoir un Linky? Alors, en revendre en totalité, oui. Le Linky, il a une caractéristique. C'est qu'il est capable de comptabiliser l'électricité qui passe dans les deux sens. Puisque si toi, tu consommes de l'électricité qui vient d'EDF, il faut comptabiliser l'électricité dans ce sens-là, d'EDF vers chez toi. Mais si tu produis que tu renvoies à EDF, il faut la comptabiliser dans l'autre sens. Donc avant que le Linky existe, on installait 2 compteurs. Ah ben voilà. Sauf que chez EDF, il faut un peu la tronche pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Linky il a été conçu pour qu'il puisse, côté EDF, de manière automatique, accéder à tes consommations sans envoyer quelqu'un qui vient relever sur place. Alors que les anciens compteurs utilisés sur le cadran, il faut payer un mec qui vient passer chez toi pour lire le cadran. Il faut téléphoner à EDF pour... Oui, ou alors tu remplis, mais de toute façon... Non, enfin bref, on est obligé, quoi. Alors, une installation, donc ce que je décris là, une vente de surplus, une vente de surplus, c'est-à-dire que soit une vente en totalité, soit une vente de surplus. Il faut faire une demande de raccordement. La demande de raccordement, elle se fait auprès de Enedis.
Oui, bien sûr. C'est eux qui gèrent Le le réseau. contrat, etc. Et aujourd'hui, ils n'ont plus leur consigne, et ce qu'ils font, c'est de poser un linky. Parce que s'il y a une production, etc., ils n'auront plus dans leur mission le fait de dire tiens, on va poser un deuxième le compteur de production, on va le poser parce que la personne ne veut pas un linky. Je ne suis pas sûr que ça passe. Effectivement, quand il y a. Puis il y a un truc idiot, purement terre à terre, c'est que les compteurs autres que des linky, ils n'en ont plus. Voilà. Ils n'en fabriquent pas. Non, mais on en trouve, j'en ai un moi dans ma cave. Oui. Oui, mais enfin, c'est un appareil de mesure, donc il faut qu'il soit étalonné, il faut ceci. Non, mais il est bon, c'est un type d'EDF qui me l'a filé. C'est pas parce que c'est un type d'EDF qui te l'a filé, il faut qu'il soit étalonné. Eh C'est-à-dire ben, que ce si qui tu paraît, veux, non. dans ton truc, tu as un étalonnage qui est effectué avant qu'il soit installé. Bah oui, et donc Oui. on n'a pas besoin de le réétalonner. Si, parce qu'à partir du moment où il est plus connecté, l'étalonnage doit être refait. Il y a un type qui nous disait ça, on a eu une réunion Linky il n'y a pas longtemps là, et qui nous disait que c'était pas notre problème, qu'on pouvait l'installer. Il faut essayer, en tout cas, voilà. Pourquoi pas. Je te dis, disons que si au niveau d'Enedis, ils te disent non, ça va pas, tu feras comme si tu n'étais pas étonné, mais bon. C'est ça. Est-ce que tu nous parles d'une autre solution qui existe aussi, qui consiste à avoir un contrat avec une autre société qui a des batteries virtuelles? Alors, ça, je comptais pas en parler. C'est quoi ça? Je peux en parler rapidement. En fait, c'est l'idée en fait de sortir. Et tu peux revenir un petit peu au-dessus, là, juste l'autre d'avant. Alors, attends. Par contre, je sais pas comment on fait pour revenir en arrière. Tu le tournes dans l'autre sens. Voilà, là, le premier, c'est une vente en totalité. Ouais. Et l'histoire de la batterie virtuelle, en fait, c'est un mot, c'est du marketing, en fait, où on va se retrouver un petit peu comme on va se retrouver dans la deuxième case. Tu vois, on revend tout à une production à une entreprise. Pas tout, non. Mais un surplus. Non, un surplus, mais c'est une entreprise tierce qui va. Je te coupe. Mais en réalité, c'est purement financier. Oui. D'une manière physique, tu revends strictement rien, quoi. C'est du. Oui, c'est des chiffres. Donc, si tu veux, pour moi, c'est le top du libéralisme économique, quoi. Moi, je trouve que le montage est bien, tout le monde s'y retrouve. Non, oui, mais non. C'est là où, en fait, batterie virtuelle, c'est un mot marketing. Oui. On va vendre un surplus qui serait mal valorisé, effectivement, dans la vente de surplus à EDF. C'est quand on est en autoconsommation, on vend le surplus. Bon, ce surplus, il est acheté à un tarif très bas, à 10 centimes d'euros. Mais physiquement, il va quelque part. Il va dans les livres, Physiquement, il n'existe pas. Attends. Alors, qu'est-ce qu'on vend si on veut? Attends. C'est ça que. Non. Laisse-moi vivre. Avec les batteries virtuelles. C'est pas le problème physique. Mais après, il faudra que tu le rachètes. Non. Oui, mais ça existe quand pas. tu peux vendre un surplus qui. Oui, en fait, eux, ils ne te l'achètent pas. Tu leur prêtes. Oui, les électrons, ils passent tout le temps, ils ne s'arrêtent jamais. On est d'accord. Il n'y a pas de batterie. Non, mais il n'y a jamais eu d'électrons. C'est vrai qu'il dit qu'il n'y a rien, on ne vend rien. C'est-à-dire que ton surplus, il est comptabilisé. C'est ce que j'ai compris. Quand tu en as besoin, ils te revendent à 2 centimes de kilowattheure. Donc tu as un contrat avec eux, tu produis, le surplus, il part dans le réseau, eux ils comptabilisent grâce à ton compteur Linky, ils comptabilisent, le jour où tu en as besoin, automatiquement, tu n'es plus chez EDF, tu es chez eux. Oui. Ils te revendent, mais seulement toi tu l'auras stocké chez eux. Évidemment, eux ils l'auront vendu à EDF, c'est là où il faut leur marge, il la fasse. Et le jour où tu as besoin. Il y a un élément important, c'est que EDF il fonctionne quand même avec une législation européenne qui est la plus délirante qu'on puisse imaginer. C'est qu'il y a une part de la production d'EDF qu'EDF est obligé de vendre à ses concurrents à un prix inférieur à son prix de revient. Alors après, tu peux inventer des trucs, on va dire, virtuels. Mais il y en a plein de sociétés, il y en a une à Lyon. Oui. Mais à mon avis, moi je l'interdirais le truc, c'est ça? J'ai rien compris.
Parce que si tu veux, c'est la transaction financière pure, basée sur un système ultra-libéral, quoi. Ça finit par je te vends rien à un certain prix, puis je te rachèterai le rien. Comme tu l'achètes moins cher, parce qu'EDF est obligé de la vendre moins cher, C'est très mais toi ils peuvent te la vendre moins cher. Mais toi, surtout, toi, non. Bah oui. Toi, tu balances des prix. Donc, Non, c'est donné. Pas et vraiment éthiquement parlant, je ne suis pas convaincu par le truc. On fout vraiment. Éthiquement, peut-être. Au bout de 20 ans, là, les matériels, il faut réinvestir. Alors, objectivement, hein, J'ai pas entendu la question. Elle n'a pas On n'a entendu pas la entendu question. la question de Patricia. ah pardon, Je disais, dans la- savoir au bout de 20 ans, est-ce qu'il faut réinvestir pour remplacer le matériel? Alors, moi les informations que j'ai vues, c'est qu'il y a des tas de panneaux solaires qui ont été vendus il y a 15 ans ou plus, où les gens étaient partis en disant, bon, ben, dans 15 ans ou dans 20 ans, et où finalement le truc fonctionne plus que ce qui avait été prévu. Maintenant, combien de temps il va tenir, je ne suis pas convaincu qu'on le sache de manière précise. Alors en ce moment, EDF fait une publicité que j'ai entendue vaguement l'autre jour avec des panneaux garantis à vie. Alors je ne sais pas ce que c'est que les panneaux La vie de qui? La vie, La La note. vie de qui? Eh, la note. La Tchétchène Trop drôle. Il y a des endroits Mais on Alors, peut je jeter souhaite toutes à des nouveau branches. où les gens démontent les panneaux au bout d'un certain temps parce que leur rendement a diminué et les remplacent par des neufs. Et il y a une association, je ne sais plus si elle est dans le Nord Ardèche ou vers Vienne, par là-haut, qui récupère ces panneaux et qui les distribue à ses adhérents. C'est-à-dire que les gens récupèrent des panneaux pour quasiment rien parce que c'est des panneaux qui étaient partis pour aller à la poubelle. Alors la plupart du temps, ils ont un rendement qui est, allez, 60-70% du rendement qu'ils avaient au départ. C'est pas mal. Donc pour éventuellement une entreprise qui comptait, je dirais, faire certains gains financiers à partir de la production, quand ils arrivent à 60% de la production de départ, bah, ils font un peu la tronche. Pour un particulier qui récupère le panneau pour gratos ou pas loin, bah, il ne fait pas la tronche du tout, au contraire. Quoi. Michel. Ouais. Moi j'ai installé des panneaux il y a presque 20 ans maintenant, et à l'époque le tarif n'était pas le même. Ce que payait EDF par rapport à ta Ah, le production. tarif de vente Oui. Ah, mais il change sans arrêt en plus. Oui, non mais non, je crois qu'ils le remettent à jour tous les 6 mois. non, mais ce que je veux dire, c'était beaucoup plus avantageux. Ah oui, oui, mais Ah oui, 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 mais c'est normal. C'est le marché. Non, indépendamment de ça. Quand tu as une technologie nouvelle, quelle qu'elle soit, c'est toujours difficile la mise en route, si tu veux, et la diffusion de la technologie au départ. Tu as une première étape qui est l'implantation d'une nouvelle technologie. Dans cette étape-là, d'abord, on ne fait pas trop de normes, pour plusieurs raisons. Parce que les normes seraient une restriction, empêcheraient que la technologie se développe aussi vite. En plus, comment faire des normes sur une technologie qu'on ne sait pas encore comment elle marche réellement. Donc on n'en fait pas trop. On va faire éventuellement des trucs dont on s'apercevra des années après que c'était peut-être un peu une connerie. Bon. Et ensuite, tu arrives à un moment donné où ta technologie se stabilise au niveau coût, au niveau installation, elle se diffuse. Si toi tu es, je dirais, au niveau d'une décision politique, le but du jeu, c'est face à une nouvelle technologie de dire on va l'aider à se mettre en route. Ouais, mais le but du jeu, c'est pas de l'aider à Twitter, c'est de l'aider pour qu'elle se mette en route. Donc tu vas dire, je vous file des aides, beaucoup, et puis chaque année je diminue. À un moment donné, le truc s'est stabilisé économiquement parlant. Les processus industriels sont stabilisés aussi, donc les coûts le sont, et là, bon, hop, tu as diminué gentiment, en sifflet, et là, hop, tu supprimes les aides, et puis c'est bon, ça se passe correctement. Si tu ne faisais pas comme ça, que tu gardes des aides constantes, et qu'à un moment donné tu supprimes, tu fous en l'air les industriels qui sont dans le domaine. Et si tu gardes les aides sans arrêt, tu finis, ou alors tu es dans un état
géré de manière socialiste, ça va, mais dans un État communiste, il finit que tu subventionnes toutes les entreprises, quoi. Ça marche pas. Donc voilà, pour ça que les aides diminuent, mais c'est normal, c'était prévu dès le départ, en fait. Bon. Ça, c'est ce que j'ai parlé. Ah oui, ça je vais en passer 30 secondes. C'est sur l'autoconstruction. Dans tous les calculs que j'ai faits, bien évidemment, les coûts d'installation, c'était en comptant à la fois la main-d'œuvre et le matériel. Alors j'ai voulu essayer d'estimer ce qui se passait si j'étais en autoconstruction. En autoconstruction, j'ai toujours le matériel, mais je n'ai pas de main-d'œuvre. Alors, dans les prix que j'ai récupérés, ce que j'ai essayé, c'est de me dire, si moi je cherche à acheter le matériel, combien il coûte. Alors je suis allé voir des prix. Comme je mets là, je suis parti à partir du prix de 18 kits. Et sur les 18 kits, je suis allé en chercher 7 directement en Chine. Du coup, je suis arrivé à un prix moyen. Et j'en ai déduit à peu près que 60% du coût correspondait au matériel et 40% à la main-d'œuvre. Hein, je passe vite là-dessus, hein, c'est pas très... Donc dans ces conditions, je suis reparti avec les mêmes calculs, sauf un petit détail qui n'est pas mis là. C'est que ici, je considère donc que je l'utilise en autoconsommation. Si j'ai construit par moi-même mon système de panneaux solaires, ça va la plupart du temps, enfin ça m'étonnerait que ce soit bien possible de signer un contrat de revente à qui que ce soit. Parce que la première chose qu'ils vont faire, c'est me demander l'agrément. L'agrément. Là, j'en ai pas, c'est moi qui ai tout fait. Alors, le certificat de conformité. oui. Alors, je ne sais pas exactement, mais il paraîtrait à certains endroits que, en fait, dans ce cas de figure, vous avez un service qui est le consuel, qui est un service qui passe pour faire une vérification de l'installation électrique, et qu'à ce moment-là, dans ce cas de figure, dans certains endroits, je ne suis pas sûr que ça marche dans tous les départements, il puisse y avoir le fait de demander au consuel de passer, de faire une analyse du circuit, et que cette analyse du circuit, si elle est positive, puisse faire office de dire, bon ok, votre circuit il est construit dans les normes, et si elle n'est pas positive, ils vont vous indiquer ce qui ne va pas et ce qu'ils vont modifier. Maintenant, est-ce que ça marche partout, est-ce que ça marche vraiment? Ça je ne sais pas exactement. Alors justement, là, quelle est la différence? Il y a des systèmes de 500 watts ou 1 kilowatt qu'on peut brancher directement sur une prise électrique dans sa maison, et le surplus par AEDF. Voilà, donc ces kits, voilà, mais le surplus, mais il part sans être payé, sans être payé. Alors, voilà. oui, alors il y a un truc. Alors, non, mais juste la question que je voulais te demander, c'est que là, si tu fais ça, est-ce qu'il faut demander un agrément à Enedis ou non? Parce que, je veux dire, tu alimentes le circuit, quoi. Alors, en principe, à partir du moment où tu réinjectes du courant dans le circuit, dans le réseau public, tu dois le déclarer. Mais Ne serait-ce que pour une raison de sécurité, en fait. Et sur ça. Puisque tu réinjectes du courant dans le réseau public, tu n'as rien dit à personne. Je dirais ne serait-ce que par sécurité vis-à-vis de gens qui auraient à intervenir. Bon, en principe, ils ne sont pas idiots, ils vont vérifier qu'il n'y a pas de jus avant d'y mettre les pattes. Mais par rapport à Enedis ou à EDF, il n'est pas normal que quelqu'un réinjecte de l'électricité alors qu'ils ne le savent pas. Mais c'est possible quand même. Donc, sinon oui, si tu dis rien, c'est bien sûr que c'est possible. D'accord. Non, c'est possible dans le sens juste. Ils ne peuvent pas détecter que tu le fais. Ah imagine que tu as une coupure et qu'ils viennent mesurer, là ils détectent immédiatement, tu renvoies du jus. Il y a une deuxième chose, mais c'est beaucoup plus compliqué.
Le niveau de sécurité, je ne peux pas décider. Non. Le niveau des onduleurs, c'est intégré dans la norme. Oui, tu as une détection de synchronisation sur le 50 Hz. Voilà, donc ça se coupera automatiquement, ça n'a jamais apparu un défaut sur de non-sécurité que le solaire renvoie du courant alors qu'il est censé pas se couper pour éviter d'électrifier quelqu'un. Ça n'arrive pas. Donc, de toute façon, tu dois déclarer que tu renvoies de l'électricité. Donc, on doit le faire. Il y a juste un document à remplir sur ces genres de petits kits. Il y a juste une déclaration à faire à Enedis pour dire attention, à cet endroit-là, il y aura une production. Et ça, on peut le faire. Mais rien ne nous empêchait, effectivement, j'ai juste au bout, d'acheter le kit là en bas à Brico Dépôt et de brancher sur la prise. C'est juste une prise, on a mis dedans. Normalement, c'est bon, on n'a rien de plus à faire. Juste déclarer, de dire je ne vends rien, mais j'ai une production autonome. Pourquoi je vais leur dire? Parce que c'est quand même une obligation. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de risque. Normalement, il n'y a pas de risque. Ah, c'est au cas où tu veux dire. Mais au cas où, c'est quand même une demande, il faut quand même le déclarer. On est tenu. Mais ça s'appelle Linky. Même si c'est pas Linky, c'est une. Comment dire? Quand le feu est au rouge, il n'y a rien qui nous empêche de traverser. Et avec la voiture, de traverser quand même. Mais on doit s'arrêter. C'est comme ça. On est en société. Donc là, effectivement, le minimum qui est à faire, c'est de faire une déclaration. On ne le fait pas, mais on doit faire cette déclaration. Elle n'a pas d'impact, cette déclaration, sur le fait qu'on peut brancher son kit. Sauf que, et là-dessus, il y a un flou, parce qu'effectivement, il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien, et qu'il se vend beaucoup de kits avec un panneau, un petit onduleur, une prise qui sort, j'en ai une chez moi. Ça s'appelle comment? C'est des kits d'autoconsommation. D'accord. Voilà, l'entrepôt de bricolage, ils en vendent pour 500 balles un panneau. Pour 500 balles, il y a un panneau. 300 €, il y a un panneau. On vient le brancher sur une prise. Alors, ce que la réglementation est en train de changer au sujet de ce genre de petits kits, parce qu'ils se disent c'est bien gentil, mais les gens ils peuvent du coup être autonomes comme ils le veulent. Ça embête un peu, et ils sont en train de modifier la réglementation de la NFC 15000, donc la réglementation de l'électricité dans le bâtiment, et ils sont en train de faire un chapitre exprès dessus en disant ah oui mais non, pour des raisons de sécurité, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait, pour des raisons de sécurité, on ne pourra plus mettre un kit comme ça branché directement, il faudra qu'un électricien vienne nous faire un circuit dédié avec un disjoncteur spécifique pour la prise sur lequel on mettra le panneau. Ça n'a pas de... Voilà. C'est la même chose que si on le mettait sur n'importe quelle prise, etc. C'est un produit à cet endroit-là. C'est juste que la norme, ils sont en train de préparer une norme pour essayer de venir contraindre ce marché-là, en fait, de le maîtriser. Mais bon voilà, donc on est en train de vivre peut-être les derniers temps en fait de cette facilité-là qui était de mettre un panneau sur son balcon, il y a une prise, hop, on branche dessus, et pour les jeunesses, on a une petite production. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est triste. Oui. Et donc là, j'arrive au dernier chapitre de mon truc, qui est sur l'autoconsommation. Attends, j'ai juste une question. Oui. Avant que la norme passe, là, si je l'installe, je ne suis pas soumise à la norme, elle n'existe pas? Elle n'existe pas. Ah, très bien, d'accord. Dépêche-toi, cours. Oui, c'est ça. Il faut quand même être conscient de ce que ça produit. Hein. Tu fais ton talon de consommation, c'est tout. Hein. Non, mais ma clôture électrique. Mais le talon, c'est déjà pas mal. Oui, voilà, ça dépend sur le talon. Et petite info juste sur ces kits, il y a justement une société citoyenne qui a créé une coopérative qui s'appelle SolarCoop, Solar et COOP, et ils font de l'achat groupé en fait de panneaux pour particuliers, et eux, un peu comme l'association que tu as montré, ils font des formations pour installer son installation, etc.
tout ça allait emmerder avant qu'effectivement les normes Et mais juste un autre truc qui me fait en tête, si jamais j'installe ce truc-là, donc j'utilise moins d'électricité, donc ma facture va baisser. Elle va baisser uniquement entre quand le panneau va produire, enfin tout ce que tu vas consommer en journée, et principalement entre 10h et 14h de l'après-midi, par exemple, c'est là où il faut faire fonctionner des choses, parce que c'est ce que... Non, mais on est d'accord, c'est pas ça, je pense moi à ma facture d'EDF. C'est que lui, il va voir que j'utilise moins. Oui, mais sur un petit panneau, ça ne va pas non plus faire D'accord, donc ça risque pas de déclencher chez lui une visite à domicile. Non, pas le four. C'est bon. Il faudrait spécialement venir pour pouvoir absolument détecter que tu as du machin, mais sinon... Non. Enfin, si t'as pas... Par contre, enfin, je ne sais pas la puissance du panneau dont tu parlais, Ouais. mais si c'est un panneau qui fait, je sais pas, par exemple 500 watts, crête, il va falloir que toi tu prennes l'habitude de consommer au moment où il produit, mais pas de consommer plus. Si par exemple il fait 500 watts crête, c'est pas énorme. Puis ils ne les font pas, on est loin, ils sont à combien? 300, 250? Alors, le watt crête, c'est la puissance maximum théorique à un ensoleillement de laboratoire qui est donné. Donc de juin, plein soleil, plein sud, de juin à juillet, août, il va talonner un peu, il va être très proche à midi. Ouais, c'est ça. Non, mais ce qu'il faut être conscient avec les appareils, c'est que tu mets un appareil d'autoconsommation comme ça que tu branches sur ta prise de courant. Bon. Si tu as un talon de consommation, c'est quand rien ne tourne chez toi, à part ton réveil radio, tu as 50 volts ampères. Je suis désolé, je parle en volts ampères, ça arrive en même. Tu as 50 volts ampères. Ton appareil, il en produit 200. Ça veut dire que tu en donnes 150 EDF. Tu mets ton four en route qui consomme 1500. Ton truc, il ne sert à rien. Dans tous les cas, il ne sert à rien. Si tu fais des économies d'énergie, si chez toi tu regardes, et à mon avis c'est ça qu'il faut faire, c'est avant tout regarder à ne pas consommer. Donc, par exemple, chez nous, on a un talon de consommation qui est de 50 volts ampères. Qu'est-ce que tu veux que j'installe un truc qui en produit 200, si c'est pour le donner à l'EDF. Et quand par contre je fais cuire un truc au niveau électrique, je consomme combien? Il faut 2000. Ça, il ne sert à rien. Il produit 200. Donc, toi, c'est un appareil que tu te rends compte, mais voilà, si tu as un talon de consommation qui est en permanence de 200 pour une raison X ou Y, ça vaut la peine. Le DEF, il ne verra pas, ils sont fous, le DEF.